Donc, bonjour, bienvenue à ce deuxième panel de Fierté Montréal où on parle des intersections entre être une personne migrante, être une personne racisée. Pour ce panel spécifiquement, on parle de l'intersectionnalité des origines culturelles, de la diversité sexuelle et de genre. Et je m'appelle Kamala Macrel et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir m'entretenir avec Ederson. Alors, Ederson, normalement, c'est le moment où je lis ta biographie, mais tu as écrit une très belle biographie où tu te sers du jeu, tu l'as écrit avec le jeu, où tu parles de ton parcours venant de Haïti, de ta réalité à Haïti, ensuite venant à Montréal. Et pour moi, c'est très important de pouvoir honorer ce jeu quand une personne parle de son expérience. Donc, je vais commencer en fait par ouvrir cet espace et te laisser te présenter. Est-ce que tu veux nous parler de toi et de ta trajectoire de vie? Ok, c'est avec plaisir. Bon, moi, je suis Étienne Edersen Carl Gisbert. Je suis né en Haïti. Notre communauté a une façon de féminiser les gars pour dire, on m'appelait Marie-Madeleine, la femme de mauvaise vie. Si vous allez en Haïti, vous demandez pour Étienne Edersen, c'est sûr que il y a moins de gens qui connaissent ce nom, mais si tu dis Marie-Madeleine, ils vont savoir c'est une battante, c'est une militante. Je sais aussi qu'il y a de oui-dire. Il y a des gens qui vont, on sait qu'on ne peut pas éviter le palabre, mais je pense que vous allez avoir du positif de moi. Ben, moi, je suis un enfant élevé d'une famille chérissée par sa mère, mais avec beaucoup de mise à l'index par la famille. Je suis élevé avec ma mère et ma petite sœur, qui sont mes chéris et mes amours jusqu'à présent. Ma mère, c'était une femme battante. Elle m'a élevé seule et ma sœur. Mon père est parti quand j'avais 2 ans, ma sœur 3 mois. Depuis lors, c'est maman qui s'occupe de tout. Euh, En grandissant, vers 7 ans, je savais que j'aimais les garçons, des petits garçons. On disait pourquoi qu'à 7 ans, il y a une personne qui m'a posé la question, pourquoi à 7 ans tu sais déjà tu aimais les garçons? Je lui dis, bon, je flashais sur toutes les petits garçons qui étaient aux alentours et les grands aussi. Des enfants, on a nos fantasmes aussi, on a nos droits aussi. J'avais ce droit d'aimer et quelqu'un qui était de même sexe que moi. Puis, vers, pour vous dire que en grandissant vers 9 10 ans, on n'avait pas cette mentalité-là. On ne savait pas ce que c'est, mais on était resté dans ce phénomène qu'on appelle le closet. Et j'avais ce qu'on appelle une masculinité toxique, que je voudrais être masculin. Et je me suis mis quelque chose dans la tête. Je dois être comme les autres garçons. Et aller dans le football, même si je n'aimais pas ça, pour être avec vos cousins, aller dans les jeux de garçons. Vers 14 15 ans, j'étais comme, pour dire que j'étais devenu comme un délinquant sexuel, parce que mes cousins m'emmènent dans leur débauche, là, quand ils vont chez les femmes ou bien aller dans d'autres affaires, ils me traînent parce que j'avais une façon différente. Comment? C'est ma façon de gesticuler, ma façon de marcher, ma façon de parler. Et il me disait toujours, hey, tu ne peux pas te comporter en tant que gars là, comporte-toi en tant qu'homme. Puis ces affaires-là me faisaient du mal à l'intérieur. À l'école, les élèves m'appelaient Mamina. J'étais tellement intimidé que je ne vais pas te mentir, Kama, je ne me suis pas laissé faire. Je me suis défendu. Mais des fois, quand vous vous êtes défendu trop, ça devient répétitif et ça s'affaiblit. Vous vous êtes affaibli. Puis, des fois, je me cache pour que les autres élèves puissent partir, pour que je puisse avoir un peu de calme pour sortir de l'école. Les professeurs de l'école, eux autres qui sont là pour placer le règlement, la discipline, des fois, dans leur quotidien, ils racontent des choses. Ben oui, toi, tu es trop efféminé, tu es comme une femme, tu as la beauté d'une femme, tu es si. Puis tout ça.
m'a endurci pour être ce que je suis aujourd'hui. Et vers les 15 ans, 16 ans, je suis rentré dans une église protestante. Et puis je priais Dieu, je me demandais à Dieu, pourquoi c'est moi? Quand je prie, je suis en train de, de, de me culpabiliser en tant que personne. Je m'interroge sur moi-même. Je fais toujours des rétrospections de moi-même pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je dois changer parce que dans la normativité de la société, je ne suis pas normal. Alors, cette société-là me demande à ce que je sois normal pour que je puisse continuer à être normal comme les autres. Et moi, je me sentais différent. Oui, même vous allez voir aussi, même dans mes choix de parfum, je vais vers la plus suave que possible. C'est comme, même maintenant, j'ai des Victoria's Secret. Moi, je me sens comme bien à l'intérieur de ça. C'est l'essence même de moi. C'est ce que les gens comprennent pas. Vous allez voir, il y a des gens qui aiment le Versace, qui aiment les parfums, qui sentent, oh, moi, je veux dormir sur cette fleur que Victoria's Secret nous donne. Mais pendant que je suis avec vous là, je l'ai mis. Sur moi, il est dans ma valise. J'ai toujours ça. Et même dans mes choix de parfum, j'ai été discriminé. Même par ma mère. Dis, ben, t'es un gars, achète Mont Blanc. Achète. Moi, je ne te vois pas dans Victoria. C'est pas pour toi. Tout ça, c'est resté à l'intérieur de moi. Je suis allé à l'église pour dire, bon, oui, je suis différent. Et à l'église encore, c'est une autre chemin où je ne devrais même pas rester, où je ne peux pas rester. Parce que les gens de l'église eux-mêmes ont oublié mon prénom, que je m'appelle Étienne Edersen. Il y avait dans le temps en Haïti ce qu'on appelle une série télévisée qu'on appelle Ruby, qui avait un gay là-dedans qui s'appelle Loreto, qui a toujours un petit chien. Tout le monde à l'église m'appelle Loreto. Un jour, le pasteur m'a appelé pour me dire qu'il entend que je suis loin du Seigneur, qu'il m'a appelé Loreto. J'ai dit au pasteur, je vais te poser une question. Il m'a dit, mon fils, je suis là pour toi et je t'écoute. J'ai dit, pasteur, c'est quoi mon nom? Loreto. Lui, qui était une victime de l'église aussi, il m'a dit, tu t'appelles Loreto? Il me dit, non, je ne m'appelle pas Loreto. Moi, mon nom, c'est Étienne Edersen Carl-Gisbert. Les gens de l'église, pour me stigmatiser, ils m'ont appelé Loreto. J'ai dû accepter. Il m'a dit, oh, bon Dieu, Seigneur. Il a fait toute une prêche un dimanche sur ça pour dire non à la discrimination dans l'église. Il ne peut pas, mais dans ses propos à lui sur ce cher-là, c'était discriminatoire. Et j'ai dû maintenant, parce que maman est une femme culturelle qui danse, qui chante, c'est une chanteuse de vaudou. Et cette femme-là, et puis je lui ai dit de m'apprendre ce qui est le vaudou, ce qui est l'essence même. Il m'a dit, pourquoi tu as fait ce choix aujourd'hui? J'ai dit, à l'église, je sens que je n'ai pas ma place. Je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait, je suis dans un monde, je me demande entre le réel et l'irréel, où est-ce que je me suis placé? Elle me dit, bon, ok. Elle m'a appris des choses. Les interprétations, les, les doux, je suis devenu aussi un initié par rapport à ça. Mais à partir de quand je trouvais plus ma place à l'église, euh, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je suis allé voir maman pour qu'elle puisse m'expliquer ce qu'est le vaudou, puisque je suis élevé dans ça, dans les danses traditionnelles. Ma soeur est danseuse folklore, puis moi, je suis à l'église. Qu'est-ce que je faisais là? Puis c'est alors qu'elle me raconte les bienfaits. C'est quoi le vaudou? Comment les gens l'ont interprété? Tout ce que les gens ne veulent pas être normal, ils mettent des étiquettes. Puis c'est tout, je suis devenu un initié, puis j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pu comprendre aussi
et l'ampleur qu'il y a. Et j'ai aussi comprendre l'essence même de la race noire par rapport avec le vaudou. D'où on est une race importée de l'Afrique par Haïti, qui vient du Togo, du Sahara, du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest en général. Et j'ai pu comprendre. Alors, vers mes 17-18 ans, dans le quartier, des fois que je parle, je mets déjà 2 baladeurs parce que il y a, oh mademoiselle, ma chérie, et puis ma famille m'appelle Yuri, les gens du quartier m'appellent Yuris. Déjà, et ma tante m'a appelé une soirée, qui est une femme du Seigneur, pour dire, en fait, quand vous êtes noir et puis vous êtes gay aussi, c'est une double discrimination. On m'a dit qu'il y a quelque chose qui tu fais de très, très mal. Je dis, c'est quoi? Elle ne pouvait même pas parler de ce mot, tellement que c'est ignoble, tellement que c'est quelque chose de mauvais. En 2011, et du paix à son âme, c'est un ami que j'adorais beaucoup, que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est mort chez lui. Jusqu'à présent, on attend. Jusqu'à présent, on attend les démarches de justice. J'ai rencontré cet homme fabuleux dans ma vie qui s'appelle Charles. Je dis, quand je lui racontais mes problèmes à l'école, dans la famille, ce qu'on raconte, il m'a dit, Étienne, tu as trop de potentialité pour que je puisse te laisser en dehors de cette communauté. Tu as tellement de choses à donner. C'est la personne qui m'a donné cette totale confiance que j'ai en moi. Dit, on va faire quelque chose ensemble. Le bureau est là, je sais que tu es capable, je sais que tu as beaucoup de... Je sais que tu as beaucoup de potentialité et tu vas donner, tu vas aider cette communauté noire, homosexuelle haïtienne. Puis je lui ai dit, bon, la première chose que je lui ai dit, on a dit que c'est les Blancs qui ont apporté l'homosexualité en Haïti. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas quelque chose d'autre qu'on peut faire pour changer ça? Il dit non, non, on a le concept des 3M. Mais maintenant, puisqu'on a changé le concept des M, on a le concept des 3M. On va dire ma commet, ma sissi, ma divine mix. Ce concept-là, c'est un concept qui définit la communauté LGBT dans la langue créole. Il a dit que on va changer le concept parce que nous autres aussi, on a notre originalité. Chacun connaît sa masculinité d'une autre façon. Chacun pratique la masculinité d'une façon différente par rapport. Puis il dit même dans cette même sexualité, il y a beaucoup de diversité. Il y a des gens qui aiment une position différente. Il y a des hommes qui aiment parce que vous êtes. Il y a des hommes qui aiment des hommes trapus. Il y a ceux qui aiment des hommes musclés. Il a dit tout ça, on doit le partager. On doit dénoncer pour faire comprendre aux autres qu'on n'est pas des chiens, mais on est des personnes comme tout le monde avec une orientation sexuelle différente. Je me suis lancé dans cette organisation Courage. Et en 2011, pour, pour travailler. D'où j'étais bénévole auparavant. Je suis devenu le coordonnateur culturel de l'organisme. Comme je faisais un bon travail, j'étais comme je donnais toute mon aide dans ce que je faisais. On m'a donné des promotions dans l'administration. Je suis passé aussi de coordonnateur culturel à coordonnateur des PVVIH. PVVIH, c'est personnes vivant avec le sida en Haïti. Je suis passé de coordonnateur de terrain et je suis devenu counselor, père éducateur. J'avais plusieurs chapeaux. Des fois, je me couche la nuit, je dis demain matin, par quoi je dois commencer? Quand je dis, Charles, pourquoi tout ce chapeau-là? Il me dit, tu es capable. Je sais que tu vas trouver une solution. En 2015,
Dans cette même communauté aussi, il y a des gens qui peuvent t'aimer, il y a des gens qui te haïssent pour un rien. Je suis venu au Canada. Quand je suis venu, j'ai regardé le pays, je marche, je me suis mis peut-être un, deux doigts avant la culotte, un petit pantalon, puis il n'y a personne qui me regarde dans l'autobus. Je dis, mais c'est bizarre ça. Il y a personne qui m'appelle. Hé, mademoiselle, je dis, c'est quoi ce pays? Puis j'ai demandé à un ami, mais je vois que je marche, il n'y a personne qui me dit rien. Je dis, mais non, ici, on n'a pas ce droit-là. Le droit de la personne, c'est quelque chose qu'on respecte. Et puis tout le monde peut être comme il veut. On marche comme on veut. Depuis que ce n'est pas quelque chose qui peut nuire l'obstruction publique, qui peut nuire les enfants ou d'autres choses, on peut faire ce qu'on veut de notre corps. Je suis retourné dans mon pays, comme j'étais là pour une formation, je suis retourné dans mon pays. Depuis que je suis retourné, il y a des gens qui disent que je suis venu ici me marier avec un homme. D'où a commencé une pénitence, une calamité. Les gens du quartier me haïssaient. Je ne sais pas, j'ai été attaqué. Plein de choses s'est passé. Je me suis dit, j'ai dit à Charlot, tu sais que je vais aller au Canada? Je sais qu'il n'était pas content parce que je savais qu'il perdait quelque chose. Lui aussi, il savait qu'il perdait quelqu'un. Il m'a dit, si c'est ton choix, j'accepte. Moi, je dis que de toute ma vie, j'ai jamais trouvé quelqu'un comme ça, qui respectait les gens comme ça, Charles, je dis. Mais si c'est ton choix, j'accepte ce que tu veux, je le veux aussi. Dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis, rien, on va s'organiser pour acheter le ticket. Il me dit, quand tu vas être là-bas, s'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Je vais t'envoyer de l'argent, je vais ci, je vais ça. Puis, je suis arrivé ici le 17 février 2016. Il y avait une grosse tempête de neige. L'avion ne pouvait même pas atterrir. Je suis resté en haut pendant 15 minutes avant qu'on trouve on nettoyait, je ne sais pas, si on nettoyait la piste, mais on était resté un bon bout en haut. Parce que je devrais être là le 16. C'était le 16. Il y avait tellement d'embouteillages avec la neige, avec tout ça. On est arrivé le 17. Parce que l'avion a pris du retard pour arriver. Je suis arrivé ici le 17. J'étais allé chez un ami et depuis que je suis arrivé chez lui, je lui ai dit, bon, et voilà ce que je vais faire. Voilà, 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 voilà. Lui aussi, il m'a dit, bon, c'est une bonne idée, Manche. C'est une bonne idée et de venir ici. Quelques mois plus tard, je cherchais des bureaux, mais Charlot avait une bonne entente avec Arc-en-Ciel d'Afrique et Patricia. Et j'ai appelé Patricia. Patricia m'a dit, oh, Etienne, oh, t'es là. Ben, tu peux nous aider avec tout ça. Donc, on allait présenter l'organisation Arc-en-Ciel d'Afrique à Praïda, avec Laurent, avec Mike. Je me suis vraiment mélangé. Et il y a des gens de la communauté gay qui me connaissent. Je suis mélangé dans la chose. Mais j'ai pu ressentir qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manquait? Jusqu'à présent, il me manque ma famille. Il me manque mes amis. C'est toute une autre culture. C'est toute une autre façon de voir les choses. C'est une autre perspective de vie. Même dans la façon qu'on procède pour faire le gay pride ou quelque chose d'autre, c'est une autre façon. Et ça me manque aussi que je vois que je suis bien, puis d'autres personnes, quand je leur parle, mes amis, qui me racontent des choses atroces. Et je sais qu'est-ce qui se passe. Je sais comment l'enfant peut être discriminé. Je sais comment l'enfant peut être
indexé de sa famille, rejeté. À chaque fois que je parle à un ami de là-bas qui me dit, oh, j'en peux plus, j'essaie de lui donner courage. Mais je sais que c'est vraiment difficile d'être haïtien, noir, homosexuel. C'est quelque chose de difficile. J'ai été en République dominicaine avec des amis qui étaient à l'école, qui sont mariés, qui sont gays en cachette dans leur closet. Ah, il y a un ami qui m'a dit, je ne sais pas comment tu fais pour être comme tu es. J'aimerais, quand je te vois, je me vois à l'intérieur de toi, mais je ne suis pas capable. Ces gens-là, c'est des gens qui m'ont discriminé à l'école. C'est des gens qui m'ont vraiment intimidé. Je dis, c'est toutes vos intimidations, vos dires, vos méchancetés qui m'ont endurci aujourd'hui, qui a fait cette personne-là. Cette personne-là, c'est tout ce que vous m'avez donné comme bagage qui m'a endurci. Et je suis sorti de ce placard-là parce qu'il faisait chaud à l'intérieur. Je ne veux pas rentrer encore. Si vous voulez rester dans le placard et malheureux toute votre vie, ça c'est vous. Mais moi-même, je suis sorti. Je ne veux pas rentrer dedans encore. D'où c'est votre Étienne d'aujourd'hui, il ou elle comme pronom. Ça ne me dérange pas. Déjà, Kama, dans la vie, si tu as fait toute ta vie qu'on t'appelle elle, quelqu'un t'appelle elle, est-ce que ça va te déranger maintenant? Toute la vie, la classe t'appelle elle. La famille, pour te dire qu'on t'appelle elle. Ben, elle, il, eux, c'est pareil pour moi. Mhm, mhm. Oh my God, Ederson, merci. Tu sais, merci de partager un témoignage aussi généreux, tu sais, dans toute sa complexité. Merci beaucoup. Je suis très, très, très touché. Je pense que c'est vraiment un honneur que tu nous partages ton récit de cette manière, avec autant d'esprit, avec autant de cœur, avec autant de générosité. Je tiens absolument à te remercier. J'ai tellement de questions. Ça part tellement partout, mais je voulais commencer en disant, tu sais, tout ce que tu... Moi, je viens de l'île Maurice, je viens de l'île Maurice et je sais que je trouve ça tellement intéressant. Moi, je parle le créole mauricien, toi, tu parles le créole haïtien. On a toutes les deux des formes de spiritualité qui sont pas des formes de spiritualité catholique ou c'est de l'Occident dans ce sens-là. Je sais, il y a tellement de choses que tu as racontées en fait qui me parlaient tellement, qui sont vraiment venus me chercher et venu chercher l'enfant qui était en moi parce que même quand tu parlais de ton enfance, ça me rappelait tellement mon enfance à l'île Maurice. Tu sais, il y a tellement de choses. Tu sais, quand tu parles de la classe, de la salle de classe ou la manière dont la famille se moque de toi ou les amis se moquent de toi ouais, ça me parlait tellement par rapport à ma propre expérience en fait à l'île Maurice. Donc je voulais ouais mentionner cela et honorer cela dans ce sens-là. Il y a tellement de directions dans lesquelles on pourrait parler, on pourrait partir. Il y a tellement de choses euh, dont on pourrait parler. Mais je pense que je vais commencer par rapport à, parce qu'une des choses que tu as dit, tu as commencé en parlant de la figure de ta mère. C'est la mère ta mère qui s'est occupée de toi et de ta sœur qui était la figure parentale qui était là. Je me demandais, est-ce que tu sais, quand tu réfléchis à ta relation au genre, ta relation à la masculinité, à la féminité, comment ça fluctue dans différentes manières. Est-ce que tu penses est-ce que tu trouves que la figure de ta mère est une figure forte qui vit dans ta relation à la féminité aussi? Ah, je ressemble beaucoup à maman. Ça, Ouais. c'est une des choses que si elle était là derrière moi, j'ai un ami, je suis là présentement, je suis chez lui. J'ai un ami, la dernière fois qu'on était au téléphone avec maman, il m'a dit, oh, t'es le photocopie de ta maman. C'est comme le souci, je ressemble beaucoup à maman. Euh, euh, Ma mère, elle m'a toujours défendu, hein. Même si elle savait que j'étais gay.
c'est quelqu'un qui, si elle est là maintenant, aujourd'hui, même si elle est aux côtés de moi, là, quelqu'un va vouloir me dire quelque chose, elle va vouloir me défendre, même si je peux me défendre tout seul. C'est, c'est quelqu'un qui met toujours des barrières à des inconnus pour ne pas trop, même si elle me dit des choses comme, qu'est-ce que tu dois faire pour changer? Est-ce que tu peux pas ci? Est-ce que tu peux pas là? Mais elle va pas laisser quelqu'un me piétiner. Et je me rappelle, il s'est passé quelque chose à l'école, puis il était venu. Le directeur a dit aussi, maman a dit, ok, stop là. Je connais mon fils. Je le connais bien. Et j'avais pas fait la chose. Il dit, je le connais. C'est mon fils. Je l'ai porté. Je le connais. Ça, il n'est pas capable de le faire. Hmm. J'étais tellement fier d'elle ce jour-là. Tellement, tellement, j'avais tellement de... C'était comme l'amour, si j'avais l'amour à 100%, il s'est passé 200 sur 100. Parce Hmm. qu'elle me défend. Ma soeur, même par rapport avec ses petits copains-là, ses copains, ils vont dire, oh, ton frère là, il est gay, ou ton frère a un style bizarre. Déjà, elle te fait un stop. Tu parles dans ce qui te regarde. Mon frère, c'est mon frère. Bien qu'on peut avoir nos chicanes. Elle était comme à l'école aussi. On était dans la même école. Si tu voyais comme les filles, et puis en plus, j'aimais son dynamisme parce que elle, ses amies filles, mes amies filles aussi, c'est fait comme une sorte de barrière pour me défendre. Par rapport aux autres hommes, par rapport à les gens qui viennent à l'école. Et ces filles-là, que je me rappelle, j'avais Abigail, j'avais Yudine, j'avais Erline, j'avais Katia, j'ai tous ces amis, les amis de ma soeur. J'avais Michael aussi. C'est des personnes qui sont toujours là pour m'aider, comme avec l'intimidation. Tu dis, hey, stop, déjà c'est eux qui est sur la défensive. Ça, je ne peux pas l'oublier. Et bon, je vois pas ce que je... Parce que vraiment, comment, je sais pas comment te dire. Comme une l'histoire de femme ou de gars, comme il y a des gens qui disent qu'ils font leur coming out. J'ai jamais fait de coming out parce que tout le monde disait déjà ça. Je suis pas obligé d'aller dire à quelqu'un, oh, je suis gay. Non. Déjà, ils disent leurs affaires tout seul. Ça veut dire, j'avais même pas le droit de me défendre. J'avais même pas le droit de dire que je suis pas comme ça. Hmm. D'où tu essaies avec les femmes, tu as, des filles, puis mais la même femme que tu prends ou tu balades avec elle, tu te dis, je trouve un style bizarre, c'est bizarre. Comprends-tu? Au moins, Mhm. puis on était comme l'histoire de masculinité, de féminité, c'est une mélange, c'est mixé. Je peux, je peux vraiment rien dire dans ça parce que j'étais toujours comme je suis. Ouais, merci. Ouais, je trouve ça tellement beau parce que vraiment, ça me parle tellement dans ce sens-là. Tu sais, parce que souvent, de mon expérience, surtout vivant au Canada maintenant, tu sais, t'as souvent cette narration occidentale, ouais, par rapport au coming out, c'est comme ça que ça se fait, etc. Et je suis du genre, non, mais dans d'autres contextes culturels, c'est ça, c'est pareil pour moi. J'ai jamais eu à faire un coming out. Genre, tu sais, depuis que je suis enfant, j'ai jamais eu à faire un coming out. Ouais, il y a toutes sortes ouais, de contextes culturels où ça, ouais, où le genre, tu sais, moi je réfléchis beaucoup à ma relation. Il y a beaucoup de femmes très fortes dans ma famille. Tu sais, ma mère a 5 sœurs, mon père aussi a 5 sœurs. Donc, il y a toujours eu cette présence féminine très, très forte.
de matriarches dans ma famille qui, tu sais pas, en fait, qui m'ont beaucoup impacté dans qui je suis devenu, qui j'étais comme enfant déjà, mais ensuite qui je suis devenu comme adulte. Et même dans sa, tu sais, et c'est que même quand je parle de féminité et de masculinité, c'est pas nécessairement comment tu t'habilles là, mais c'est aussi, c'était quoi les valeurs en fait, c'est les valeurs. Exactly. Et Exactly. ouais, ouais. Et pour moi, c'est ça, ma relation à la féminité, par exemple, c'est par rapport aux valeurs que j'ai dans ma vie et que je porte envers ma communauté, tout comme j'ai vu les femmes de ma famille porter ces valeurs envers leur propre communauté et leur propre famille, tu sais. Et ça aussi, c'est une Magnifique. manière, ouais, ça aussi, c'est une manière de vivre le genre, tu sais. Ouais, je trouve ça très, très beau. J'aimerais parler, tu sais, une des choses qui revient beaucoup dans ta trajectoire de vie, ben aussi dans toi, quand tu parles, tu sais, quand tu t'exprimes, il y a une magie qui émane de toi, il y a une force, il y a une résilience, on peut l'entendre dans ta voix, on le voit dans tes yeux, tu sais, qu'il y a cette force, qu'il y a cette résilience, et ça, je trouve ça émouvant. Et moi, je suis né dans les années 80. Je sais que tu es né dans les années 90. Et tu sais, je réfléchis souvent, je sais pas qui regarde cette vidéo, cette discussion en ce moment. Mais moi, je pense souvent à l'intergénérationnel. Je pense souvent à la prochaine génération. C'est parce que souvent, moi, je rencontre des personnes plus jeunes, souvent issues de l'immigration ou, tu sais, qui sont des réfugiés, etc., qui sont aussi de la communauté LGBTQ+. Et on me pose toujours cette question de comment est-ce que je fais pour trouver ma force? Et donc, j'ai envie de te transmettre cette question dans ce sens-là, tu sais, surtout pensant à la prochaine génération, tu sais, qui parfois se sent faible ou parfois se sent attaquée. C'est quoi les conseils que tu aurais pour cette génération, pour trouver sa force? Comment est-ce que toi, tu as trouvé ta force? Bon, comme je viens de vous dire que l'effort fait l'effort, c'est dans les oui-dire, dans les paperasses qu'ils ont dit de moi, dans ce que la communauté raconte de moi, les propres gays semblables qui sont dans le placard, les, les gens de la famille, les gens de la rue, les gens de l'école, la société en général qui m'ont endurci. J'ai pris des coups bas, je me suis relevé. J'ai transformé toute cette haine que j'ai pour ces gens-là en une force pour moi-même. J'ai transformé toutes, toutes les émotions négatives que j'avais pour ces gens-là en un amour pour moi-même. J'essaie de ne pas être comme les autres, de toujours avoir un côté spécial. Euh, il y a quelque chose hier soir qui m'a beaucoup touché. C'est que j'avais quelqu'un, je suis avec mon ami, je le connais depuis 24 ans. Il y a quelqu'un qui voulait passer chez moi parce qu'il il y a une situation. Puis quand il est arrivé, mon ami était comme genre fâché parce que c'est mon coloc. C'est genre fâché, il a dit quelque chose. Je, Ça m'a touché tellement que je n'arrivais pas à dormir. Parce que la personne était là, je ne sais pas comment lui dire. Parce que moi, il m'a raconté quelque chose que j'ai vécu ici au Canada. C'est ce qui lui est arrivé aussi. Et je le comprends. C'est pas facile pour un immigrant d'aller travailler comme les gens travaillent. C'est une autre méthode de vie. Par exemple, tu vas au travail. Quand j'ai fini de travailler en Haïti, je vais chez mes amis, ce qu'on appelle un cartel. Oh, je commence à 8 heures, je finis à 4 heures, courage, ou je commence plus tard, je finis plus tôt. Puis je vais chez un ami dans les cartels, je blague, je blague. Je bois pas, je fume pas. Je prends mes petits coques et on blague. On a des hommes aussi qui viennent. S'il faut faire quelque chose, tu le sais déjà comment on le fait. On fait nos petites infidélités. Et puis nos mecs font des petites jalousies. On est dans une paperasse, dans un contexte de vie. Quand tu es venu ici, c'est plus rapide le travail. Et ça se fait debout. Les gens,
le patron ne va pas regarder ta contexte culturel ou tes valeurs ou ça. Il faut que tu fasses le travail qu'il y a besoin. C'est ça. Puis tu rentres chez toi. Demain, tu fais la même chose. Ta personne, les gens, la plupart des gens ici, ils ont 4 saisons comme le pays. Ils sont bizarres. C'est pas le même type d'amitié. C'est pas des gens que tu connais depuis 1000 ans, comme tu connais tes amis. C'est pas des gens que tu connais leur face cachée. C'est des gens que tu croises tous les jours, des camarades, des personnes que tu as vues. Ces gens-là, tu ne les connais pas vraiment. Ils ne connaissent pas ton moi intérieur. C'est avec ces gens. Des fois, tu sens que tu es fatigué de l'intérieur. Tu sens que tu dis, oui, je suis venu pour bien vivre ici. Est-ce que je vis vraiment? Tu te poses ces questions. C'est tout ça pour la nouvelle génération. C'est tout ça qui va vous rendre cette maturité et qui va vous enlever cette masculinité toxique que vous avez. C'est tout ce que je tiens à dire sur ça. Hmm. Merci. Ouais, merci beaucoup pour ça. C'est même pour moi ça. Je suis en train de le recevoir, si je le laisse recevoir, mais je trouve ça, ouais, c'est très très fort. Ouais, en fait, réclamer en fait ce qui est censé être ta faiblesse et en faire une force en fait pour construire ton soi. Ouais, je trouve ça très très fort, très inspirant, même. Ouais. Euh, Super. J'aimerais aussi, ben, t'en as parlé un peu, donc moi aussi, ben, tu sais, par rapport à la diversité de genre, de sexualité, ben, parce que moi, je comprends ça dans mon contexte, en fait. Je suis vraiment dans un processus de réclamation spirituelle, en fait. Parce que je réalise que dans le contexte dans lequel je viens, c'est que pareil, c'est qu'on a des termes en créole, en fait. On a d'autres termes en dehors de l'anglais et du français pour parler de la diversité. En plus, c'est ça, c'est pas qu'il y a une catégorie ou 4 catégories, il y a une diversité. Il y a une diversité Oui. de. On a notre dialecte. Et la Voilà. communauté homosexuelle et noire, afro-caribéen, on a notre dialecte. On a une autre façon de dire les choses. On a, comme il y a des amis qui ont dit, comment on appelle ça déjà quand on dit un gay trans en Haïti, on dit Macomé ou Macomé, ou on va dire, il y a une personne qui était venue qui a dit, dans mon pays, on appelle la chaudière. J'ai tellement ri, ça me fait tellement plaisir de dire, comment s'appelle les gays, la chaudière? Mais tu vas voir aussi, j'ai été dans une formation, vous venez de dire, ça m'a fait tellement plaisir. C'est une formation que les gens, on était avec des hétéros. Avec la PSI, c'était programme santé et c'est au MAS maintenant, j'étais counselor. On a fait les 3 personnes marginalisées dans notre communauté. On a fait Blooder. Blooder, c'est un concept qu'ils ont des jeunes garçons qui sont bizarres. On a fait pour la femme. On a fait pour les gays. Il y avait un hétéro aux côté de moi. J'ai dit, je te parie $100 américains là. Les gays vont avoir plus de mots que tout le monde. J'ai dit, on n'a même plus d'espace, Kama, de mettre des mots pour nous. On a des mots et comme faguette et massissi sale, vide bouddha fêlé, etc., bonbon rose, plein de choses. On a tellement d'étiquettes, on a tellement de choses. Le gars qui était aux côtés de moi, c'est un gars plus ou moins qui vient d'une famille de l'aristocratie qui est plus ou moins, qui connaît pas ces affaires-là vraiment. Le gars était tellement étonné, tellement frigide. Le gars me regarde comme ça. Il me dit, tu as gagné les $100. Parce qu'en en moins d'une minute, on a déjà peut-être 50 mots. Et puis la femme a 25, le blodeur a 10. Nous, c'est comme si on est tellement rejeté par la société qu'on a toutes les choses sales, qu'on est les pires espèces. Même à Montréal, j'étais au collège CDI.
Il y avait une professeure, quand elle parle de moi en général, elle parle de sodomie. Oh, les gens qui pratiquent la sodomie, je dis ça pas pour rien. Elle me dit, mais madame, les gens qui pratiquent la sodomie, oui, ça se dit en français, oui, ça se dit. Mais je pensais que c'était dans la Bible, cette histoire de Sodome. Pourquoi il y a un terme qui parle de nous en tant que sodomie? Dis non, c'est un terme français, c'est. Dis, ah bon, je comprends. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est fascinant. Je suis tellement fasciné, tu sais, parce que je trouve ça tellement intéressant, même dans ce contexte. C'est parce que les lois coloniales, et ça c'est à travers le monde, c'est partout c'est que souvent, tu sais, il y a cette espèce d'idée en fait, que c'est l'homosexualité qui est venue avec la colonisation, alors qu'en fait, que non, que c'est l'homophobie qui est venue avec la colonisation. Magnifique. Et, et les lois coloniales qu'on a héritées à travers le monde dans différents pays, y compris la loi coloniale que le Canada avait, tu sais, c'était toujours des lois anti-sodomie, tu sais, ce qui fait que ça, c'est le focus, en fait, vient sur l'acte, mais pas sur l'identité de qui tu es. Tu sais, c'est toujours, oh, ça, c'est l'acte qui n'est pas naturel dans ce sens-là. Et ouais, même ce langage, genre, tu sais, de sodomie, c'est tellement dans le langage colonial, là, c'est tellement une intervention coloniale. Mais j'étais aussi curieuse de savoir, oui, parce que tu as aussi parlé du vaudou, donc pour toi, le vaudou, est-ce que c'était, parce que tu as parlé euh, de ton expérience à l'église, mais ensuite, comment est-ce que tu t'es initié au vaudou avec ta mère, et est-ce que tu trouves que le vaudou, donc, ça t'a ouvert un espace pour être plus toi-même? Bon, le vaudou en Haïti, c'est l'espace qui qui capte les gays. C'est là que les gays trouvent leur place. Ils n'ont Mhm. pas de discrimination. Ils n'ont rien. Au contraire, la majorité des prêtres vaudous sont des gays. C'est là qu'ils trouvent leurs espaces. Et aussi, c'est quoi le vaudou? Le vaudou, parce que même à l'église, il y a du mal partout. C'est comme si le mal, c'est l'équilibre du bien. Il n'y a pas de bien sans mal. Mais on fait toujours des efforts pour avoir plus de bien que de mal. Et le vaudou, c'est l'énergie, c'est le vent, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le feu. C'est les éléments, c'est la nature. On est comme les connecteurs logiques de tout ce qui est cette nature par rapport à tous ces éléments qui passent le courant. C'est nous. C'est par rapport à nous que ça passe pour, pour aider, pour guérir, pour protéger. C'est ça le vaudou. Mais comme je te parle de les normes de la normativité de la société, dans les zones horaires sociétales, ils vont vouloir toujours discriminer ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ne prétendent pas comprendre. Parce que tout le monde ne peut pas être prêtre vaudou parce que c'est un don. C'est quelque chose de sacré. Tout le monde peut être un pratiquant, mais pas un choisi. Moi, je suis un choisi. Je suis héritier de quelque chose. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et Charlot, je dis, dans ses dires avant sa mort, il parlait, un jour il a dit, l'homophobie commence par la peur. Cette peur apporte la haine et cette haine apporte la violence. C'est parce que les gens sont ignorants. Ils ne comprennent pas. Je me mets toujours à leur place. Je me suis dit, si j'étais hétérosexuel aussi, est-ce que j'allais comprendre ça? Puisque on m'a pas éduqué pour regarder l'autre comme un jeu de rôle. Se mettre à la place de l'autre, c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. On m'a éduqué déjà pour juger d'abord sans savoir ce qui se passe dans ma communauté. Mhm. Et pour cela, est-ce que dans cette diversité sexuelle, je vais comprendre? Parce que les gens, parce que je te raconte ça, comment tu vas rire. Il y a un gars, il n'y a pas 2 semaines de cela,
On est amis, il me dit qu'il ne veut plus me parler. Je dis pourquoi? Il me dit, aux côtés de toi, je me sens faible, je me sens vulnérable. Je dis, pourquoi tu te sens vulnérable? Il dit que tu es comme une femme. Tourner, ta façon de tourner, ça me fait bander. Je doute de ma sexualité. Tu sais ce que je lui ai répondu? Demande-moi. Qu'est-ce que tu leur as répondu? Je lui dis, tu es dans le bateau sexuel que tu ne comprends pas. Tu es dans ce bateau sexuel, tu ne prends pas ta place, mais malgré tu es à l'intérieur de ce bateau, mais tu ne comprends pas ta sexualité, tu ne prends pas ta place. Moi, je ne suis pas ami avec toi. Tu m'avais dit que tu étais hétérosexuel. Je respecte ta sexualité, comme tu as su respecter la mienne. Je ne vais pas te toucher, mais aux côtés de moi, aux côtés de toi, je ne me sens pas hétérosexuel, hein, parce que je connais ma sexualité. Ça veut dire, aux côtés de moi, aux côtés de toi, je ne suis pas vulnérable moi-même parce que je sais que je suis gay. Aux côtés d'une femme, je ne suis pas vulnérable aussi parce que je me connais. Pourquoi toi, aux côtés de moi, tu sois aussi vulnérable? C'est parce que dans ce bateau sexuel, dans cette diversité sexuelle, tu ne te comprends pas. Puisque dans l'objectivité des choses, dans la société, on t'a dit que tu es un homme et tu devrais prendre une femme. On t'a dit que tu devrais ci, tu devrais ça. Tu te mets dans leur contexte pour leur faire plaisir. D'ailleurs, au Canada, la discrimination qu'il y a, les gens n'aiment pas les gens quand les gens sont trop trapus. C'est des gens musclés que toi, un gars bien bâti, musclé, pourquoi moi qui suis trapu te rends si indifférent par rapport à ta sexualité? Si tu veux être mon ami, ok? Et il m'a dit, oh, c'est fucking bizarre. C'est fucking bizarre et c'est ma pensée que j'aime pas. La personne est tellement hypocrite. Cette peur-là est tellement hypocrite. C'est pas la personne, non, c'est la peur qu'il a, est tellement hypocrite. Cette peur vient tellement d'une hypocrisie sociale que la personne eut à dire que c'est pas toi qui est le problème, c'est ma pensée à moi. Puis je lui ai dit, qu'est-ce qui est dans ta pensée? Il dit, tu sais, quand on a été dans la piscine avec tes amis, tu t'es juste plongé dans la piscine. Et puis quand tu t'es relevé, puis tu dansais, tout ça, puis moi, je me sentais déjà en érection. J'ai dit, oh, c'est trop pour moi. Parce que là, je ne comprends pas, parce que tu me dis que tu es hétéro. C'est l'hétérosexualité. C'est quoi le problème qu'il y a maintenant? Est-ce que tu ne peux pas faire une rétrospection dans ta sexualité pour te positionner? Parce que moi, je suis clair dans mes actions. Que je dansais comme je dansais là, c'est pas parce que tu étais là qui fait que je dansais, non. Je me sentais bien, il y avait de la musique, et il y avait du poulet, il y avait du steak, et puis moi-même, je sais que je mange, je danse. À travers toutes les frustrations que j'ai dans mon quotidien, le jour que je trouve du plaisir avec mes amis, puis on me dit dans cet espace-là, mes amis, c'est des amis que je connais depuis comme genre 15-16 ans, mes amis d'école, Abigail et Julie, dans cet espace-là, c'est des hétéros qui n'y avait que seulement moi comme gay. Vous êtes tous hétéros. Pourquoi tu te sens menacé par moi? Ouais. Et Ouais. ce que je te dis là, dans cette diversité sexuelle qu'on va baser sur la violence contre les homosexuels, le plus souvent quand les gars font des actions, des actes homophobes ou déposer des actions homophobes, par exemple la violence verbale ou la violence, c'est parce que la personne a un problème avec sa sexualité. Ouais, oh mon Dieu, je suis tellement d'accord avec ça. Je suis tellement, ouais. C'est parce que, tu sais, est-ce que je peux? Oui, 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 c'est bon. Non, non, parce qu'il y a tellement de choses. C'est vraiment très, très riche tout ce que tu dis. Tu sais, je vais juste pour en revenir à la partie, la partie vaudou, spiritualité. J'ai tellement apprécié comment est-ce que tu as articulé. C'est ta relation au vaudou par rapport aux énergies, c'est la relation dans la nature et l'énergie qui passe. Et c'est intéressant parce que pour moi aussi, dans le contexte dans lequel je viens, mais aussi dans les différentes recherches et relations que j'ai tissées au fil des années, c'est que même chez les peuples autochtones du Canada, par exemple,
où j'ai vu ça, tu sais, j'ai vécu en Inde pendant quelques années aussi, c'est que souvent les personnes, maintenant ce qu'on appelle les personnes LGBTQ, mais c'est les personnes non conformes dans le genre, en fait, étaient les héritiers et les héritières de la spiritualité, justement parce que, tu sais, tu peux voyager entre les genres. Donc, ce qui fait que tu n'es pas entre, tu sais, tu peux être dans les entre-espaces entre l'humain et le divin, c'est entre l'homme et la femme. Et le fait d'être dans ces entre-espaces, en fait, donc, tu te permets d'être aussi entre la vie et la mort, qui ensuite te connecte, en fait, à toute une spiritualité. Et souvent, justement, et ça, on le voit à travers le monde, à travers les peuples qui ont été colonisés, c'est que les personnes, maintenant, ce qu'on appelle les personnes trans ou les personnes non conformes dans le genre ou les personnes queer, peu importe comment on appelle ça, c'était les personnes en fait qui avaient la magie dans leur communauté, qui étaient les héritiers spirituels et qui ensuite partageaient la guérison. Tu sais, ils avaient un rôle pour partager la guérison dans leur communauté, dans ce sens-là. Donc, je voulais parler un peu de ça. Mais ce que je trouve aussi, c'est que cette notion de la peur, en fait, cette notion, je pense qu'elle est très, très, très importante parce que même je pense que souvent, cette notion de la peur, en fait, c'est aussi une peur de ce qui est spirituel en nous. C'est le fait que c'est tellement plus facile, en fait, quand tu vis dans une société où on a écrit un script pour toi, tu prends ce script et Magnifique. tu n'as qu'à vivre avec ce script. Et il y a une peur tellement forte D'être quand il y a différent des autres, là. Ouais, mais même quand il y a quoi que ce soit, tu sais, même quand t'as, donc, voilà pourquoi je pense qu'il y a autant d'homophobie. Je suis tout à fait d'accord avec tu sais, la peur qui mène à la haine, qui ensuite mène à la violence, dans ce sens que disons, si t'es un homme hétéro, par exemple, disons, et que tu vois une personne trans, disons, une femme trans qui marche sur la rue et tu finis par devenir violent, mais avant tout, c'est la réaction, c'est que ça crée une peur en toi d'abord, tu sais, et ensuite, t'exprimes cette peur envers l'autre personne. Je disais, donc, tu sais, la peur, en fait, la violence, tu la ressens en toi d'abord. Ensuite, il y a la violence homophobe, mais en fait, c'est ça, c'est que le questionnement n'est pas par rapport à moi. Le questionnement, c'est par rapport à toi, ce que tu ressens en toi. Et ça te fait peur. Et ouais, je suis entièrement d'accord par rapport à ça. Et comment est-ce que ensuite, ouais, cette violence se traduit. Et je pense que c'est ça aussi. Je pense que surtout en tant que personne marginalisée, tu sais, le fait qu'en fait, on vit notre vérité. Tu sais, on n'a pas le choix, en fait. C'est que nous, on vit la vérité de qui on est. Et je pense que quand tu ne vis pas la vérité de qui tu es, quand tu vis avec le script qu'on t'a donné, je pense que ouais, ça crée un espèce de clash, en fait. Et cette vérité rend l'autre personne vulnérable. Et ensuite, souvent, la réaction, c'est la violence. Ouais, par rapport à ça. L'autre question que peut-être que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que toi, tu rêves de quoi par rapport à l'avenir, surtout dans le contexte haïtien? Tu sais, tu rêves de quoi, tu veux voir quoi se passer pour les prochaines générations? Bon, pour commencer, moi, je sens que je suis dérouté de ma vocation en tant que personne. Bien que j'étais toujours dans la santé, mais travailler à l'hôpital, c'était vraiment pas mon principe. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme, un activiste pour les gays, noirs, afro-caribéens, haïtiens, peu importe, même blancs aussi. Euh, Depuis que je sens que vous êtes menacé ou par rapport à ton orientation sexuelle, je suis là pour faire comprendre aux gens que on a le droit aussi de vivre comme tout le monde. Mon rêve, mon plus grand rêve, c'est d'être un activiste et de voir aussi mon pays comprendre cette lancée-là, qu'il devait respecter les droits de la personne M ou les personnes LGBT. Et je demande pas ce qu'on accepte. J'ai jamais demandé aux hétéros de m'accepter, je m'en fous. Je demande jusqu'à ce qu'elles me respectent ma sexualité. Je suis pas télépathe, je veux pas de la télékinésie, je suis pas dans vos têtes, je veux pas savoir ce qui se passe dans vos têtes. Je demande les 2,50 m de respecter.
de juste respecter et d'arrêter de me dire que je suis anormal. C'est juste ça. Mhm. Hmm. Ah. Ouais, ouais, j'aime c'est mon ressenti aussi. C'est du genre, au bout du compte, c'est tout ce qu'on demande, c'est le respect. Je Moi, suis d'accord avec moi, toi. c'est comme je t'avais dit, Kama, j'ai dit au gars que je m'en fous que tu sois bandé ou tu comprends pas ta sexualité. Moi, je me sens pas indifférent par rapport à toi. Je me sens confortable parce que je me connais. Je demande aux hétéros, pas, je demande pas aux hétéros qui sont d'accord, qui me respectent. Je demande à ce qu'ils comprennent pas, qui sont encore dans l'ignorance de me respecter. Je te demande pas de m'accepter. Mhm, Parce que si on va voir plus loin aussi, Kama, vous allez voir que les gays sont en train de recopier ce que fait de la communauté hétérosexuelle, ce qu'ils font de mauvais en plus. S'ils ont une femme, ils frappent la femme, tu vas voir que dans votre relation avec un gars, il va te dire que c'est lui le masculin, il a cette masculinité, il va arriver aussi à te frapper aussi. Ils sont en train de reproduire ce qui, tellement qu'on est influencé par cette communauté, qui sont la communauté hétérosexuelle, et on est tellement ancré, enraciné dans leur norme normative, qu'on est obligé de reproduire leur façon de faire. Moi, je dis non à leur façon de faire. J'ai une autre méthode pour vous, les gens qui m'écoutent. On a, moi et Karma et Félicia, on a Ketty aussi, on a une autre méthode pour vous de faire. On ne va pas recopier ce que fait la communauté hétérosexuelle, on va faire à notre manière. On a une plus bonne manière pour vous. Et cette manière n'est autre chose que de te comprendre toi-même, de savoir qui tu es et de savoir ce que tu veux dans votre vie. mhm, mhm. Et c'est tout. C'est juste ça. Ouais, ouais. Ah, j'aime beaucoup ça. Quelle belle note. J'aime beaucoup ça. C'est le parce que souvent justement c'est ça, c'est que quand on parle du discours sur le genre ou la sexualité, c'est uniquement par rapport au genre ou la sexualité, mais vraiment là ce que tu articules, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une nouvelle manière d'être dans le monde en fait. C'est de nouvelles valeurs dans lesquelles s'ancrer. C'est pas uniquement par rapport à avec qui est-ce que tu couches ou bien est-ce que tu portes une robe ou pas, mais c'est Exactly. être des humains différents dans le monde, c'est avoir plus de compassion en tant qu'humain, avoir plus de respect en tant qu'humain. Il y a toute cette partie, ouais, et je trouve ça tellement beau, en fait. Je trouve ça, ouais, tellement beau d'avoir une philosophie de la vie, une vision de la vie, en fait, qui n'est pas uniquement, avec comment est-ce que je m'habille ou bien avec qui est-ce que je couche, mais c'est aussi qui est-ce qu'on veut être comme société, qui est-ce qu'on veut être comme personne dans le monde. Ouais. Euh, est-ce que tu as des dernières remarques avant ou des choses que tu aurais aimé ajouter avant qu'on termine la discussion? Bon, euh, je dirais à tout le monde qui sont... Je sais que venez de l'Afrique, de l'île de la Réunion où Kama est né, en Haïti, dans le Caraïbe. Je sais que pour vous, les Noirs, c'est difficile. C'est vraiment difficile pour vous de voir que dans votre famille, c'est seulement trois. C'est comme si vous êtes la honte de la famille, le rejet de la famille. Je vais vous dire non. Vous êtes les chanceux, les étoiles de la famille. Vous êtes l'incomprenable de la famille. Ce qu'on ne comprend pas. On est, on a l'étoile qui est sur terre, qui brille et qui a tellement de choses à donner. On est né avec beaucoup de facultés, beaucoup comment je pourrais dire ça, de, de dons. Moi, je fais la cuisine à merveille. Il n'y a personne qui m'a appris à faire ça. Je chante des fois.
Tu sais chanter. Je sais comment coiffer. Je sais comment me faire belle. Comment maquiller. C'est tout, on est né avec cet art-là. On est des gens différents avec toute une bagage. Il y a quelque chose en créole qu'on dit fait et fourni. Ça veut dire que la personne, c'est un homme à tout faire. On est né avec des dons. C'est pour ça qu'on est aussi différent. Parce qu'on a des choses à donner. Et aussi, on est comme des mamans. On donne de l'amour. On est des conseillers. Tu vas voir qu'une fille va vouloir être amie avec un gay. C'est pas parce qu'il nous aime vraiment. On ne peut plus, mais c'est la façon dont on est, les conseils qu'on donne. On est des piliers de notre société. Ne vous considère pas comme des déchets, mais plutôt, comme des étoiles. Hmm. C'est mon dernier mot. En tout cas, merci beaucoup, Ederson. Merci d'avoir partagé ton point de vue, tes analyses, tes témoignages, tes récits. Merci de l'avoir fait avec autant de cœur, autant de générosité. Tu es une personne magnifique. Et je pense qu'on a beaucoup, je dis ça pour tout Montréal, mais on a beaucoup de chance de pouvoir avoir une personne comme toi chez nous à Montréal, au Québec. Donc, merci aussi d'être ici. Merci de nous avoir rejoints dans cette conversation. C'était le panel sur l'intersectionnalité, les origines culturelles et la diversité de sexuelle et du genre pour Fierté Montréal. C'était Ederson qui nous a rejoints et je m'appelle Kamala Makrel. Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion.